individus et des équipes de se positionner un peu en entrepreneur de l'intérieur de l'organisation. Et vous allez voir sur la slide suivante qu'en fait, c'est pas un phénomène nouveau, l'intrapreneuriat. La première description un peu littéraire, c'est le début des années 80. On commence à avoir des booms sur ce sujet-là à la fin des années 80. La révolution de l'Internet au tournant des années 2000 et puis la révolution du digital. Et pourquoi aujourd'hui on s'en parle, c'est que aujourd'hui on a le combo entre on va dire une désaffection du modèle du salariat traditionnel avec de moins en moins de personnes qui trouvent leur compte dans le pack habituel de la stabilité d'entreprise, de la stabilité de l'emploi et qui se tournent vers des statuts d'indépendants et du coup une sorte de pression pour les entreprises à proposer des sortes de organisation intermédiaire, c'est-à-dire c'est pas je reste dans l'entreprise ou je la quitte en indépendant, mais j'arrive à trouver des programmes qui soutiennent mes idées, mes volontés d'impact, voilà, ma volonté à créer mon petit bout de quelque chose dans l'organisation sans pour autant avoir à la quitter. Et aussi parce que c'est un bénéfice entier pour l'organisation. Également, l'entreprise, elle y a également intérêt. Et vous allez voir sur la slide suivante, aujourd'hui, la question de l'intrapreneuriat et de l'attractivité de ces modèles d'intrapreneuriat, elle est encore plus prégnante. Vous savez qu'après la phase... Après la pandémie, on a enregistré des nombres records de démissions sur le marché du travail. Je crois que le pic, c'était en novembre 2021 aux États-Unis. Ils ont enregistré 4,5 millions de démissions en novembre 2021 avec des mois où ça tournait entre 3 et entre 2,5, 3,5, 4 millions par mois de démissions. Donc là, c'est vraiment un phénomène. Alors, aux États-Unis, ils ont appelé ça la Great Resignation, tout le monde qui démissionne. Mais c'est pas un phénomène qui est complètement inconnu chez nous. Vous voyez bien que sur un certain nombre de professions, on a de plus en plus de professionnels qui font plus le choix du salariat. On voit que nous, dans nos hôpitaux, par exemple, on a beaucoup de mal à rendre attractif le pack habituel de le logement, la crèche, etc. Ça ne marche plus du tout. Les gens ont des attentes beaucoup plus fortes sur de nouveaux modèles managériaux et organisationnels. Et on voit aussi dans notre secteur qu'on a une vraie désaffection autour du pack de salariat, même dans le secteur public. Enfin, je parle de salariat au sens large, secteur public ou privé qui est de moins en moins attractif et du coup un intérêt de plus en plus fort pour ces nouveaux modèles-là. Comme vous le verrez sur la slide suivante, il y a plusieurs bénéfices, on va dire, à porter un programme d'intrapreneuriat. Il y a à la fois la capacité du capital humain que ça génère, la confiance, la motivation, la valorisation des talents que ça permet. Et puis aussi, ça permet de favoriser l'apprentissage entre pairs, de favoriser des postures de collaboration et aussi, in fine, transformer petit à petit la culture de l'organisation. Et puis la performance, avec une slide que je n'ai pas terminée, mais à culpa, je m'en rends compte maintenant, mais aussi rechercher la performance. Pourquoi? Parce que permettre et autoriser à des individus dans l'intra-entreprise à rechercher comment créer de la valeur, des nouvelles organes, des nouveaux services, des nouveaux process ou des nouvelles organisations, ça crée une valeur ajoutée directement récupérable par l'entreprise. Et souvent, c'est les personnes, on s'en est beaucoup parlé dans les autres webinaires, mais c'est souvent les personnes qui sont en première ligne, qui ont le plus de potentiel d'innovation parce qu'ils connaissent très bien les problématiques rencontrées par les utilisateurs, ils captent des angles morts que, en tant que décideur dans le management et dans le leadership, parfois on peine à entrevoir. Et donc, du coup, c'est un peu ce bénéfice-là qu'il y a à positionner des gens de terrain en posture d'intrapreneur. Et avec un petit focus aussi, c'est que aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur les attentes des nouvelles générations, notamment les générations de millennials et puis la génération Z, de attendre beaucoup plus d'autonomie, de sens, d'impact. On vient aujourd'hui dans le recrutement, dans le secteur santé, médico, et social, où il y a vraiment des attentes fortes sur la capacité d'impact et aussi des attentes fortes sur la liberté laissée. On voit qu'aujourd'hui, on a des négociations en termes de contrats courts, d'activités mixtes, de possibilités d'avoir des exercices mixtes ville-hôpital ou mixtes sanitaires médico-so et qu'il y a vraiment une attente forte sur ces sujets-là de pouvoir proposer des dispositifs d'action dans l'intra-organisation qui offrent beaucoup plus de liberté. Et je pense que sur la slide suivante, vous verrez qu'on s'est intéressé à ce sujet-là pour deux raisons, parce que c'est très en lien en fait avec deux des webinaires qu'on a déjà fait. D'abord, c'est hyper en lien avec la question des
nouveaux modèles managériaux et organisationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des attentes fortes vers des formes d'organisation beaucoup plus horizontales, beaucoup plus distribuées en termes de pouvoir et d'accès à la gouvernance. Et qu'on voit que, comme on l'avait vu dans le webinaire 2 sur la bureaucratie, les caractéristiques organisationnelles, c'est-à-dire les silos, la pyramide, la hiérarchie, mais aussi culturelles, les postures de mandat, l'aversion au risque qu'on retrouve dans la bureaucratie, sont aujourd'hui un facteur hyper limitant tant à l'attractivité pour les ressources humaines qu'à nos capacités d'innovation dans nos secteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est focalisé aujourd'hui sur les dispositifs d'intrapreneuriat, parce qu'ils sont une manière de pouvoir tester, expérimenter, parfois à toute petite échelle, des nouvelles formes d'organisation et des nouvelles postures dans des organisations qui sont des organisations bureaucratiques. Et puis aussi, ça fait le lien avec le webinaire du design par lequel on avait débuté ces webinaires. Pourquoi? Parce que pour conduire des modèles et des programmes d'entrepreneuriat, le design est vraiment un outil hyper puissant qui va outiller une certaine manière de faire, de soutenir les intrapreneurs, de porter ce projet-là dans l'organisation qui est particulièrement adapté aux enjeux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on s'est dit que c'était le moment de vous en parler. Et puis, voilà, de manière un peu clin d'œil, on voulait aussi vous dire qu'en fait, tout le monde potentiellement a un profil d'entrepreneur dans nos organisations. Il y a la littérature a décrit plein de postures et de casquettes et d'identités intra-organisations qui peuvent participer de ces phénomènes-là d'entrepreneuriat. Il y a les agents du changement, ceux qui sont un peu à chaque fois les ambassadeurs, les early adopters, adoptent en premier une nouvelle organisation, un changement et qui vont le porter auprès des autres. Il y a le corporate hacker, donc là c'est Magellan qui est dessiné, mais c'est voilà, un peu l'audace et le fait d'aller pointer les failles, non pas pour déstabiliser l'organisation, mais pour soutenir son amélioration. Et donc c'est vrai que nous, dans nos secteurs, on n'a souvent pas beaucoup de postures mixtes entre être complètement loyal et institutionnel ou ne pas forcément avoir une critique constructive, on bascule tout de suite dans pas loyal et pas institutionnel. Et donc ces postures-là, elles sont un peu voilà, destinées à soutenir un entre-deux de critique constructive dans le sens de l'amélioration, pas dans le sens de la déstabilisation. Il y a aussi les avocats du diable, on en a quand même quelques-uns. Le conspirateur positif, et là je remercie Martine qui m'a orienté sur cette appellation et sur ce concept-là. Et puis les déviants positifs. Les déviants positifs, c'est ceux qui font différemment des autres et pourtant ils font bien. Tout le monde fait différemment autour d'eux. Ils n'adoptent pas la sacro-sainte manière de faire sur un sujet et pourtant ils ont plus de valeur ajoutée. Donc voilà, c'était aussi pour dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'être un génie fou ou collé à l'idée de l'innovateur, le préjugé qu'on peut avoir sur les innovateurs pour coller à la définition d'intrapreneur. En fait, il y a plein de profils qui peuvent être adoptés, qui peuvent correspondre à ces postures-là dans nos organisations. Et du coup, on s'en parlera sûrement après avec les exemples concrets de VHA et de la Croix-Rouge, mais dans les obstacles et les leviers, on voit que pour pouvoir porter un programme d'intrapreneuriat, il y a des facteurs aidants et puis des facteurs facilitants et des facteurs un peu plus compliqués. Dans les facteurs compliqués, il y a évidemment le fait de convaincre son leadership et d'avoir une gouvernance qui est porteuse. Donc, normalement, le leadership et les gouvernances sont quand même les garants du modèle, des modèles horizontaux, des modèles verticaux et pyramidaux. Du coup, c'est compliqué de faire accepter des espaces de test et des espaces un peu bac à sable où on peut s'amuser, tester sans trop prendre de risques. Le côté aussi court-termiste, c'est-à-dire que ces programmes-là, ils ne vont pas démontrer leur valeur en 6 mois. Il faut investir du temps, de l'énergie et des ressources pour pouvoir mesurer leur impact et aussi mesurer leur impact avec des indicateurs plus larges que des indicateurs de perfo classiques. Les contraintes budgétaires, en effet, et de recrutement avec beaucoup de règles rigides dans nos secteurs qui compliquent. Et puis, voilà, tous les attributs aussi des organisations bureaucratiques. Et puis, les conditions favorables, évidemment, ça va être soit des situations de stress modéré, soit, à l'inverse, des situations où on peut plus faire différemment un peu la théorie du bord du gouffre et dans certains endroits de notre secteur sanitaire, médico-so et so, on en est à ce stade-là, notamment sur l'attractivité des ressources humaines, où clairement on est un peu à la théorie du bord du gouffre et que si on ne tente pas, enfin voilà, il y a une sorte de pression à dire au moins tentons autre chose. Et donc, du coup, je passe la main à Émilie pour vous présenter l'exemple inspirant qui brille venu de l'autre côté de l'Atlantique, qui est celui de VHA, l'organisation
le système de santé qui couvre et soigne les vétérans et leurs familles aux États-Unis. Merci Inès pour cette très claire représentation de ce que c'est l'intrapreneuriat. Effectivement, on aime bien à chaque fois présenter un exemple un peu de star internationale qui donne envie de mettre en place des nouvelles pratiques. Et donc aujourd'hui, on a choisi les VHA, le Veterans Health Administration. Et donc c'est aux États-Unis du coup un système de santé intégré. Donc c'est l'un des plus grands systèmes de santé intégrés. Vous vous rappellerez que Kaiser Permanente était à peu près sur le même nombre de personnes. Donc il couvre tous les États-Unis avec 22 réseaux de soins intégrés qui sont coordonnés. Un total de plus de 1293 établissements de soins, dont 171 hôpitaux et 1112 sites de soins ambulatoires de complexité variable. Donc, ce qui est déjà intéressant pour nous en tant que Français, c'est que les réseaux de soins intégrés incluent des hôpitaux, mais aussi des soins primaires. À chaque fois, aux États-Unis, c'est comme ça d'avoir les différents versants de soins pour offrir vraiment une offre de soins complète. Et puis donc, ça offre des soins à 9 millions d'anciens combattants et leurs familles. Ce qui est intéressant sur les VA, c'est que c'est une administration publique ancienne. Enfin voilà, les États-Unis ont été dans beaucoup de guerres, donc il y a toujours un grand nombre de vétérans qui sont impliqués. Et que c'est un peu l'image type du mammouth. Hein. On est sur l'énorme administration avec du coup des services pour des millions de personnes et une certaine lourdeur de l'administration. Et pourtant, malgré ce contexte de pesanteur et qui pourrait apporter à l'immobilisme, on est sur un des groupes de santé intégrés les plus dynamiques des États-Unis. Et c'est notamment lié au fait que depuis de nombreuses années, le VHS est impliqué dans un écosystème d'innovation. Donc, ils ont vraiment créé cet écosystème avec comme objectif d'opérationnaliser l'innovation et de tirer parti de la puissance collective qui vient de la collaboration entre des champions de l'innovation qu'ils nomment en interne et qu'ils forment, du milieu universitaire, parce qu'aux États-Unis, la recherche et la pratique sont extrêmement liées, que ce soit dans le milieu médical pur, clinique pur, mais aussi dans les innovations organisationnelles et fonctionnelles. Et puis donc en association avec les organisations à but non lucratif et l'industrie. Et donc cet écosystème d'innovation, donc c'est vraiment comme ça qu'ils l'appellent. Vous verrez là, je vous ai mis le lien vers la page web qui présente cet écosystème d'innovation et qui peut vous permettre d'aller plus loin. Donc cet écosystème, il a 3 composantes. Une communauté d'innovateurs dont Inès va vous parler dans un instant. Un centre de diffusion de l'excellence. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on s'arrête un peu aux premières étapes de l'innovation, qui est d'imaginer, d'inventer une innovation. Mais la partie diffusion, mise à l'échelle et adoption par des millions, des centaines de milliers de professionnels de santé et d'utilisateurs, c'est un élément très important qui requiert des compétences spécifiques. Et donc, ils ont un centre de diffusion de l'excellence au sein de VHA. Et puis, ils ont aussi des centres nationaux d'innovation à impact, où du coup, ils vont être vraiment plus en lien avec les établissements, l'industrie, pour développer les produits et les mettre en œuvre. Les produits et les solutions. Donc, je passe la parole à Inès pour la partie pour vous présenter le réseau d'innovateurs du VHA. Merci Émilie. Oui, eh bien justement, on s'est dit qu'on allait faire un petit focus sur une des parties de l'écosystème innovation de VHA. Donc, comme disait Émilie, VHA, c'est vraiment un des plus gros systèmes de santé intégrés aux États-Unis. On est vraiment sur des structures à très grande échelle. Et donc, c'est d'autant plus interpellant de voir comment ils ont pu développer un capacitaire en innovation. Et ils reposent notamment sur une communauté d'innovateurs, donc des personnes partout dans leur système, dans les différents États concernés, dans les différents services, dans les différentes agences, structures hospitalières, ambulatoires, etc., qui sont soutenues et accompagnées par un dispositif de soutien à l'entrepreneuriat. Vous allez voir sur la slide suivante en quoi ça consiste plus précisément. Donc, comme le disait Émilie, on est sur du macro-impact. Hein, c'est 5 millions de vétérans impactés, plus leurs familles. Donc, on arrive à 9 millions probablement d'assurés. 150 établissements engagés, du VHA, mais encore plus d'établissements d'autres systèmes de santé américains. Sur
ce programme-là de soutien aux intrapreneurs, et puis des budgets assez conséquents aussi, mais on est quand même à une échelle nationale, sur l'argent dédié au soutien et au portage à l'accompagnement des porteurs d'innovation. Vous allez voir sur la slide suivante, juste pour remettre en contexte la vision. Alors, vous savez, les Américains, ils sont très friands de définir leur vision et les missions de leur organisation, et eux, ils présentent vraiment ce réseau-là d'innovateurs pour VHA comme la nécessité d'être aux avant-postes et de faire de l'organisation VHA une organisation qui se distingue, qui se différencie, qui a une forme de signature dans sa capacité à être aux avant-postes de la science, de la recherche, de l'offre de soins et aussi de l'empowerment ou l'encapacitation en français des employés pour mieux servir les vétérans et leurs familles. Donc, en mission, ils se donnent 3 missions spécifiques sur ce réseau d'innovateurs et cette communauté-là, à la fois de développer les capacités d'innovation de l'organisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire former, diffuser la compétence, les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire sur les sujets de l'innovation. On en parlera un peu après, mais ça va être beaucoup sur les sujets de design de service, d'intrapreneuriat, de méthode agile, de modalités de facilitation, de modalités participatives et de tout ce que l'écosystème innovation porte en termes de compétences. Et donc, ils vont avoir des machines réellement à grande échelle de formation de chaque année des milliers et des milliers d'agents. C'est peu comparable aujourd'hui à ce que nous, aujourd'hui, on a en France dans nos organisations, en tout cas dans le secteur public, où on est quand même sur des compétences liées à l'INO qui sont encore très peu disséminées, qui sont vraiment des compétences de niche auxquelles très peu de personnes accèdent. Une autre mission, ça va être réaliser des percées opérationnelles. Donc, ça veut dire, au-delà de former les gens en interne de VHA, ça va être avoir une capacité à susciter des améliorations et des innovations radicales au sein de l'organisation et des process existants. Et puis une autre mission, ça va être aussi d'être en capacité de faire un peu de prospective, de sourcer et étayer des scénarios plus ou moins futuristes, plus ou moins spéculatifs, pour que l'organisation puisse se positionner et rendre des arbitrages de stratégie plus éclairés. Et ça, cette partie-là, on l'a moins dans nos organisations, on a moins de compétences autour de la prospective et toutes les disciplines un peu qui tournent autour des futurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez intégré aujourd'hui dans un certain nombre de structures innovation dans les systèmes de santé anglo-saxons, par exemple. Donc, du coup, ils définissent leur réseau d'innovateurs comme un réseau, un dispositif qui est développé pour les vétérans, mais qui est un espace sûr. Et là, on retombe sur la notion du bac à sable, c'est-à-dire un espace sécurisé où on peut, entre guillemets, un peu tester, expérimenter, pas complètement pour de vrai, pour de faux, pour de vrai, sans se mettre en danger, pour voir quel est le potentiel des idées, pour mettre en puissance la collaboration entre professionnels et personnes associées et mettre en commun cette capacité-là d'innovation avec des profils très hétérogènes. On sait que ces structures-là sont habituées à faire intervenir des profils hyper hétérogènes ensemble, et puis en associant les différentes parties prenantes. Donc pour eux, ça va être clairement un travail avec les patients, les aidants, les soignants, hyper imbriqués. On le voit bien, vous allez le voir après avec les méthodes qui portent notamment le design de service, où on est vraiment sur des manières de travailler hyper collaboratives, hyper en immersion sur le terrain, en atelier de co-construction, en prototypage et test qui associent très facilement des dizaines, centaines de parties prenantes, là où la manière de gérer habituellement les projets, finalement, est assez, alimente une certaine forme d'entre-soi. Peut-être que sur la slide suivante, il y aura un petit focus sur la méthode. Donc, on retrouvera souvent dans les dispositifs de soutien à l'intrapreneuriat, de détection des gens qui ont des talents, de leur accompagnement, leur montée en compétences et d'accompagnement tout au long de comment ils passent d'une idée d'amélioration, une idée de nouvelle organisation, de nouveaux services, de nouvelles manières de fonctionner, à une vraie solution et en place qui se diffuse et qui peut être passée à l'échelle. Et la méthode qui est un peu reine dans ces domaines-là, ou qui a quand même de plus en plus droitité, c'est la méthode du design de service, qui a été un peu vulgarisée sur l'approche du design thinking, dont on a parlé dans le premier webinaire, et qui est une approche de résolution des problèmes complexes,
la co-conception de solutions avec les usagers et les utilisateurs. Alors, VHA, il porte la notion de Human-Centered Design, donc un design centré sur l'humain, qui est une appellation qui n'a pas encore beaucoup percé en dehors du monde anglo-saxon, mais par contre, dans le monde anglo-saxon, c'est une vraie école du design qui est beaucoup portée par les structures de santé, de médico-so et de social. Elles se reconnaissent vraiment dans cette approche-là du design de service, qui est un design qui n'est pas mis au profit de la tech ou au profit ou au service de la performance, mais qui est vraiment mis au profit de l'amélioration de l'expérience usager et utilisateur et qui se focalise sur la prise en compte des besoins, des comportements, des expériences, du vécu, des histoires de vie des utilisateurs, qui soient patients, aidants ou soignants, et que c'est ça qui est le fil conducteur de la conception des services des orgas, et pas partir tout de suite des règles ou des process ou des contraintes organisationnelles. Et donc, c'est vraiment une approche qui va faire le lien, le pont entre l'innovation, la recherche de résolution de problèmes complexes et l'expérience des utilisateurs et des usagers. Et donc, les missions de ce réseau des innovateurs, mais ça va être, comme on commençait à se le dire tout à l'heure, c'est d'une, former et coacher les employés de l'administration des vétérans aux différentes disciplines de l'INO. Donc, dans ce spectre-là, ce continent de l'innovation, il y a notamment le design de service, mais il y a aussi la méthode agile, mais il y a aussi l'entrepreneuriat, mais il y a aussi tout ce qui est autour de la facilitation, ce qui est autour des sciences humaines, de l'ethno, etc. Et donc, de former, de diffuser ces compétences-là en interne à des métiers où normalement, ça ne fait pas partie du package. Hein. Un médecin, une infirmière, un administrateur, un logisticien, normalement, ils n'ont pas dans leur pack ces approches-là et ces disciplines-là. Et donc, ils ont développé chez VHA comme chez Kaiser des vraies machines de formation avec des fusées à plusieurs étages, avec des modules juste de sensibilisation en quelques heures, à des modèles d'initiation en 1 à 2 jours, jusqu'au bout du spectre des certifications internes sur 6 mois, 1 an, et avec un dispositif diplômant ou certifiant en interne, en partenariat parfois avec des écoles de design, voilà, pour avoir des profils mixtes qui émergent dans l'organisation, mixtes soignants, par exemple, et on va dire niveau intermédiaire de design. Et après, dans les missions, ils vont créer un accompagnement pour les intrapreneurs ou ces innovateurs qui détectent, pour les accompagner d'un problème, d'un défi qu'ils identifient et une volonté d'essayer de le résoudre jusqu'à la solution, en passant par toutes les étapes. La compréhension du problème, la phase d'empathie, de compréhension fine des usages et d'où, voilà, et quels sont les angles morts du sujet, la problématisation, ensuite l'idéation, la génération de multiples idées et de mise sous tension pour provoquer de la créativité, et puis la culture du prototypage et du test dans ce process-là d'accompagnement. Alors, eux, ils vont porter ça avec plusieurs parties. Il y a ce réseau d'innovateurs-là. Pour ceux qui sont suffisamment matures, il va y avoir un accélérateur qui va leur permettre, dans un temps dédié, d'accélérer le passage de l'idée ou du défi ou du problème jusqu'à la solution, et un système de financement. Donc ça aussi, c'est ce qui manque parfois aujourd'hui dans notre secteur, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus quand même de dispositifs. On voit par exemple à la PHP avec les fonds après, ou avec une partie des fonds du Ségur qui ont été quand même dédiés au soutien de l'innovation managériale et organisationnelle, donc qui peuvent être des sous-ressources. Là, on voit chez VHA, ils ont un programme voilà, qui s'appelle Susciter, Semer et Diffuser, et qui permet de financer ces innovations-là, parce qu'évidemment, voilà, sinon, ça rentre pas dans les budgets habituels. Et puis, il y a la question de soutenir l'excellence, la diffusion des initiatives d'excellence, comme le disait Émilie. Il y a un vrai défi au-delà de la petite solution innovation bien connue dans sa micro-boutique. Comment on fait pour faire du passage à l'échelle à toute l'organisation, dans des organisations qui parfois comptent des centaines de milliers d'agents, et comment on trouve un curseur entre standardisation et personnalisation pour ne pas imposer une solution qui a été créée ailleurs à tout le monde, sans marge de personnalisation, et en même temps en limitant la personnalisation à faire, parce que sinon on n'arrive pas à passer à l'échelle et on n'arrive pas à rentrer dans un minimum de coûts de standardisation. Et du coup, je passe la main à Martine pour la guest star du jour sur l'accélérateur 21 de la Croix-Rouge. On est hyper
heureux d'avoir Martine avec nous et d'avoir cet éclairage-là, parce que c'est une organisation qui fait hyper envie, un programme qui est un des programmes pionniers aujourd'hui dans notre secteur et qui clairement est voilà, hyper inspirant pour nous aujourd'hui. Merci Inès. Je ne sais pas si vous me voyez, du coup j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'image. Si, c'est bon, on le voit. C'est bon? Ok, très bien. Alors, donc, du coup, le programme d'entrepreneuriat de la Croix-Rouge française, donc 21, l'accepteur d'innovation française de la Croix-Rouge et de Nexem également, donc l'organisation représentative des employeurs du secteur, qui est également partenaire de l'organisation. Et je vais commencer par vous faire un petit retour sur l'innovation à la Croix-Rouge et sur pourquoi on a lancé le programme d'entrepreneuriat. Ensuite, ça s'inscrit dans une démarche plus large au sein de l'organisation. Donc la Croix-Rouge française, c'est 60 000 bénévoles et 18 000 salariés, donc ça fait quasiment 80 000 personnes au total réparties sur tout le territoire français, également ultramarin. On couvre les 3 océans, de la Nouvelle-Calédonie aux Antilles, donc en termes de décalage horaire, on est aussi important. 6 millions de bénéficiaires en France et à l'international sur les actions internationales et 1000 structures bénévoles et 664 établissements qui sont des établissements de soins, de réadaptation, de prise en charge du handicap, qui soit moteur ou psychique. Donc les activités sont vraiment très variées. Il y a toutes les activités également sociales, type activités de maraude, de prise en charge de la précarité, d'aide alimentaire, qui font aussi partie de ce que la Croix-Rouge française offre depuis plusieurs années maintenant, depuis 150 ans pour la date de création de la Croix-Rouge en France. Les activités, j'ai commencé à les détailler, donc métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux, donc le handicap, l'enfance et les familles, les personnes âgées, avec pas mal d'EHPAD ou de gestion à domicile des personnes âgées, toutes les questions autour de l'exclusion des différents publics et une filière sanitaire importante, de l'action sociale, le SAMU social, aide matérielle, de l'insertion par l'activité économique qui se développe de plus en plus, une activité de formation dans le domaine, j'y reviendrai juste après, mais par exemple, le premier diplôme d'infirmier français a été créé par la Croix-Rouge française, avant que ça soit déclaré entre guillemets d'utilité publique par le gouvernement. Les activités d'urgence et de secourisme, donc la prévention des secours, les urgences sur le territoire national, que ce soit pour répondre à la crise ukrainienne par exemple, mais pour aussi en cas d'inondation, attentat ou autres événements tragiques. Et enfin, une partie d'actions internationales qui sont moins en moins importantes, mais qui sont du soutien à d'autres Croix-Rouges dans d'autres pays du monde. L'innovation à la Croix-Rouge française, alors heureusement, ils n'ont pas attendu 21 pour faire de l'innovation à la Croix-Rouge française, et la Croix-Rouge est une organisation qui a toujours su innover pour répondre aux différentes crises. Donc déjà, au moment de sa création, avec les créations du droit international humanitaire, dont on parle beaucoup en ce moment sur le droit de la guerre, les conventions de Genève, dont je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui ont été portées dans un premier temps par la Croix-Rouge française. En 1910, c'est la première fois que la Croix-Rouge française se mobilise pour répondre à une catastrophe qui s'était hors temps de guerre, qui était la catastrophe des inondations de Paris, qui était un cataclysme assez important à l'époque. Le premier diplôme d'infirmier en 1923, dans l'entre-deux-guerres, suite justement à la Première Guerre mondiale, où beaucoup de femmes s'étaient mobilisées, notamment pour venir en aide aux blessés de guerre, et 2019 avec la création de 21 en tant que filiale de la Croix-Rouge française. Tu peux passer la slide suivante. L'innovation à la Croix-Rouge française en tant que telle, elle a commencé en 2017 avec une mission stratégique pour
décidé d'un positionnement, on va dire, sur l'innovation et le digital au sein de la Croix-Rouge française, mission qui a été menée par Grégoire Ducré, qui est ensuite devenu le directeur de l'innovation et de la transformation à la Croix-Rouge française, qui a quitté son poste il y a quelques mois maintenant et qui a été remplacé par Axel Lemaire. Les grands enjeux qui étaient identifiés à l'époque, c'était d'adopter une culture d'organisation qui soit agile, qui valorise la collaboration et la transformation de l'organisation. Une organisation qui sache proposer des réponses adaptées à la diversité et à la nouveauté des besoins en intégrant les données des usagers et la coopération avec les usagers, je rajouterais même. Et enfin, d'accroître l'utilité sociale de la Croix-Rouge en s'ouvrant à de nouveaux modèles et à de nouveaux acteurs. Donc, on était dans une démarche qui soit plus coopérative que ce qu'était la Croix-Rouge française jusque-là. Et donc, ça a fait l'objet d'un rapport en juillet 2017 qui a permis... Non, tu peux continuer. Qui a fait l'objet voilà, d'une sorte de cartographie de différents chantiers prioritaires. Enfin, prioritaires. Ils n'ont pas tous été menés, rassurez-vous, parce qu'ils sont très nombreux. Mais vous voyez, ils sont répartis en trois thématiques. Développer de nouveaux modèles, travailler ensemble et différemment, et enfin s'adapter aux nouveaux besoins avec à chaque fois différents axes que vous pouvez voir. Et 21 se place dans la partie développer de nouveaux modèles avec la mise en place de l'accélérateur en haut. Et les autres chantiers, pour certains, ont été lancés, d'autres pour l'instant ont été soit redéfinis, soit mis en pause dans l'attente de 2 jours meilleurs aussi pour pouvoir les mener à bien. Hop, je t'en prie encore. Hop, pour fonder 21 et la dynamique d'innovation, on est aussi revenu à la phrase emblématique de Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, qui est que seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Donc ça a été un pari extrêmement osé de créer 21 en 2019. Il y a beaucoup d'autres organisations qui n'ont pas forcément compris le parti pris associé, qui ont pensé que c'était quelque chose qui était plus ou moins voué à l'échec, voilà, faire changer un dinosaure de 150 ans comme la Croix-Rouge française, c'était perdre son temps, y compris voilà, aussi beaucoup de gens en interne qu'il a fallu convaincre de l'utilité de la nécessité de se réinventer et de faire de la place à une structure comme 21. 21 a été créé, entre autres, pour répondre au défi social du 21e siècle. Donc, vous aurez compris que c'est 21 pour 21e siècle. Et pour réussir à répondre à ces enjeux-là, donc les besoins sociaux qui sont toujours persistants, plus complexes, plus importants et parfois plus urgents. Donc, on voit avec la crise ukrainienne, mais peut-être dans quelques années avec des crises climatiques, des réfugiés ou autres, qui sont des crises qui n'existaient pas auparavant. Des ressources financières qui sont plus rares, plus diversifiées, plus fluctuantes. Donc voilà, avec un retrait progressif des pouvoirs publics de certaines missions et aussi une concurrence associative sur certains secteurs qui font que la Croix-Rouge française n'est plus aujourd'hui forcément la seule et la plus légitime pour porter certains sujets. Et enfin, des formes d'engagement plus ponctuelles qui sont orientées plus vers le projet et la recherche d'impact, qui sont valables à la fois pour tous les bénévoles qui travaillent à la Croix-Rouge française. Il y a un grand chantier de renouveler aussi les bénévoles qui s'engagent dans nos actions, mais qui recherchent d'autres formes d'engagement, mais également les salariés qu'on recrute et qui voilà, veulent aussi toujours avoir plus d'impact dans leur travail et pouvoir le mesurer également. Le démarrage de 21 avant 2019, c'était un festival qui a été fait en 2018 qui s'appelle le festival Tous Engagés, et qui a été un grand moment de rassemblement de toute la Croix-Rouge française, avec des stands où plein de gens à l'intérieur de la Croix-Rouge française, mais aussi des partenaires, ont présenté un peu des innovations et des choses qui se faisaient. Et ça a été un moment révélateur où c'était waouh, en fait, l'innovation, elle existe en interne. Il y a plein de gens qui font des choses géniales. Il suffit un peu d'ouvrir les yeux, de savoir les détecter pour se rendre compte de la richesse qu'on avait déjà en interne. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait la nécessité de à la fois construire quelque chose, une plateforme, un lieu, un dispositif. À l'époque, c'était pas encore forcément très clair, mais qui soit capable
en capacité d'aider tous ces volontaires qui ont été croisés ce jour-là et qui avaient besoin d'aide pour passer à une autre étape dans leur projet. Et au final, il a été décidé de construire le lieu 21, donc au siège de la Croix-Rouge à Montrouge, au sein du campus, avec la citation de notre directeur général qui voit en 21 un lieu ouvert et perméable. Donc c'est extrêmement important pour la Croix-Rouge d'être plus ouvert sur l'extérieur, et un lieu qui soit aussi un lieu totem pour montrer que la Croix-Rouge française sait se transformer, a pris conscience aussi de certaines choses et est dans une dynamique de transformation. Voilà, ça c'est quelques photos du lieu, juste pour donner envie à ceux qui ont envie de nous rendre une petite visite. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, on est toujours ravis de faire visiter pour discuter avec d'autres représentants du secteur. Donc voilà, c'est 1000 m² au sein du campus où on accompagne également des entreprises qui sont là pour louer des locaux en coworking, mais qui travaillent tout dans le secteur du social, au médico-social, et qui souhaitent potentiellement travailler avec la Croix-Rouge française. Donc c'est aussi un espace où on essaie de croiser les regards, de se fertiliser les uns les autres en accueillant des entreprises extérieures à la Croix-Rouge française qui apportent aussi un autre point de vue sur nos activités et qui permettent de les enrichir. On peut passer. Je vais passer rapidement sur les programmes de 21, parce qu'il y a un programme intrapreneuriat dont je vais parler plus en détail, mais il y en a d'autres. On a un programme d'entrepreneuriat généraliste, donc de collaboration avec des entreprises extérieures, donc plus sur un format d'open innovation pour ceux qui connaissent le terme, donc d'essayer de plus s'ouvrir à des collaborations extérieures, de voir comment on peut intégrer des outils développés par d'autres éventuellement dans les outils métiers ou dans les missions qu'on a au quotidien. Donc ça peut être des outils pour améliorer la qualité de vie au travail des personnels dans les EHPAD, ça peut être des outils pour améliorer le suivi des personnes en rééducation, c'est assez varié. Et on a 3 programmes spécialisés avec 3 partenaires différents. On a un programme sur l'utilisation de la data dans le domaine de la santé avec le soutien de la Fondation Roche, et 2 programmes qui sont autour du handicap avec un focus différent à chaque fois. Un programme avec l'OETH sur l'employabilité des personnes en situation de handicap, et un programme plus spécifiquement sur la réponse au handicap avec l'APF France Handicap et le CCAH pour essayer d'inventer de nouvelles solutions. Excusez-moi, je suis dans le noir. Le programme intrapreneuriat, plus en détail, parce que c'est ça qui vous intéresse. On est là pour valoriser et soutenir les initiatives innovantes internes à la Croix-Rouge française, qui sont portés à la fois par des bénévoles, des salariés et les étudiants de la Croix-Rouge française, qui sont les étudiants des instituts de formation au métier d'infirmier ou d'aide-soignant, par exemple. Donc, ça fait beaucoup de monde, et c'est, à ma connaissance, le seul programme d'entrepreneuriat qui soit également ouvert à des bénévoles. Dans toutes les autres organisations que je connais, c'est ouvert uniquement à des salariés. Là, on a la spécificité de s'adresser à des gens avec qui on n'a pas de lien hiérarchique direct. On ne peut pas les commander, on ne peut pas leur donner des directives aussi fortes qu'un salarié. Et ça implique aussi une méthode de management et de gestion qui est sensiblement différente, mais qui apporte beaucoup de richesse à l'organisation et qui est la principale richesse de l'organisation. D'une organisation comme la Croix-Rouge. Et l'appel à projet, il a lieu 2 fois par an. Donc là, on a terminé notre appel à projet pour la 5e saison il y a 1 mois, et ensuite on fait 6 mois d'accompagnement avec les entrepreneurs. 6 mois d'accompagnement où en gros on a découpé le programme sur ces 3 grandes phases. Une première phase de diagnostic des besoins, une phase d'exploration et de conception où en fait on leur demande d'oublier un peu la solution avec laquelle ils sont venus nous voir et pour lesquelles on les a retenus en disant ok, ton idée elle est bonne, on l'a retenue, mais on va essayer de repartir d'une feuille blanche pour être sûr qu'on a vraiment compris les besoins des utilisateurs auxquels on s'adresse et valider peut-être les premières hypothèses, donc avec
de la méthode qui pourrait s'apparenter à de la méthode un peu de sociologie, où on va faire des entretiens croisés, de l'observation, active ou passive, des cartes d'empathie, ce genre de technique pour se mettre dans la peau des utilisateurs et voir si la solution qu'on envisage derrière est la plus appropriée. Ensuite, on est sur une deuxième phase très concrète où on va construire le dispositif, la solution, et on va aller la tester sur le terrain en marchant par boucle rétroactive. On teste, on apprend, on améliore la solution, on reteste, on apprend, on améliore, on reteste, etc. plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive à avoir quelque chose qui tienne la route et qui réponde aux besoins primaires qu'on a identifiés sur la première étape. Et quand ces deux premières étapes sont réussies et bien faites, on peut aller sur la dernière phase du programme qui n'a pas toujours lieu dans les 6 mois, parce que 6 mois, c'est quand même très court, qui est la préparation du développement et d'envisager comment on peut pérenniser le projet, à la fois pérenniser en termes de moyens humains associés au projet, mais aussi pérenniser en termes de moyens financiers qui peuvent être rassemblés pour permettre de développer le projet à une échelle plus importante. Sur les premières étapes de prototypage, on est vraiment sur une échelle locale au sein d'un établissement, au sein d'une unité locale de la Croix-Rouge française, donc sur un petit périmètre avec pas énormément de bénéficiaires. Et l'ambition ensuite, évidemment, c'est de pouvoir agrandir ce périmètre-là au fur et à mesure, voire pourquoi pas amener des projets à une échelle nationale. Dans le détail sur le programme d'accompagnement, ils ont deux référents. Ils ont un référent innovation, projets sociaux côté 21, donc en l'occurrence moi-même, et ils ont un mentor, un référent côté Croix-Rouge, côté métier, pour leur apporter ce regard professionnel sur le projet, mais également pour accompagner leur développement en interne, ouvrir des portes et être un peu le relais du projet aussi en interne, un peu un rôle d'ambassadeur aussi du projet face à d'autres collègues qui ne le connaissent pas, mais qui pourraient apporter leur appui aussi. Ils ont accès à des professionnels extérieurs. Donc, on travaille par exemple avec une agence de design qui nous aide au quotidien à accompagner les projets, mais on peut également faire appel à des personnes spécialisées dans le financement des projets, des personnes spécialisées dans tout ce qui est développement informatique, l'utilisation des données, le design, la communication. Voilà, on a un portefeuille entre guillemets de professionnels auxquels on peut faire appel qui est assez large. Ils ont également un bureau, un espace de travail s'ils le souhaitent à 21 au campus de la Croix-Rouge, en sachant que la plupart des projets qu'on accompagne ne sont pas en Île-de-France. Donc, ils viennent pas forcément toujours au siège, mais quand ils le veulent, ils peuvent rester une journée ou deux pour travailler avec nous au quotidien. On leur donne également une petite bourse, un financement qui peut aller jusqu'à 10 000 euros, qui peut être utilisé pour financer l'expérimentation de leur projet. Donc, ça peut être pour acheter du matériel, ça peut être pour financer des prestations extérieures s'ils ont besoin pour développer un service, développer un outil, besoin de faire appel à un prestataire ou un consultant extérieur, ils peuvent le faire. Et également, ça prend en charge les frais de déplacement qu'ils peuvent avoir, soit pour venir nous voir pendant les temps d'accompagnement, soit éventuellement pour aller voir d'autres expérimentations ailleurs, d'autres dispositifs. Ils peuvent utiliser cette bourse aussi pour aller s'ouvrir un petit peu l'esprit et voir ce qui peut se faire ailleurs. Le choix des lauréats, c'est quelque chose d'important. C'est pas 21 tout seul, c'est pas moi tout seul qui choisit les projets. C'est vraiment une concertation avec les directions métiers de la Croix-Rouge française et les représentants du réseau bénévole qui nous font d'abord remonter les besoins et avec qui on voit si les propositions qui sont faites en face conviennent ou pas. Et on invite également nos partenaires et des personnalités reconnues pour leur expertise dans certains domaines. Et les critères principaux pour le choix des projets, le premier, c'est l'urgence du besoin adressé. Est-ce que le besoin est vraiment urgent? Est-ce que les réponses actuelles sont insuffisantes? Et si oui, pourquoi? L'intérêt de cette solution,
au regard du besoin identifié et au regard de la stratégie de la Croix-Rouge française sur le long terme. Et enfin, dernier point, la motivation du candidat qui doit en fait aussi prouver qu'il est prêt à s'engager pour son projet pendant les 6 mois d'accompagnement et que c'est pas un peu juste une idée sortie du chapeau ou pour laquelle il se sent pas trop de la porter non plus. On accompagne des projets, mais on accompagne aussi surtout des individus, des hommes et des femmes derrière. Hop. Les quelques chantiers qui sont en cours au sein de 21 et qui voilà font écho à tout ce qu'a pu dire Inès précédemment, on est au bout de 3 ans, on est toujours dans cette démarche de faire comprendre l'utilité et la démarche de 21. Et pour ça, on a besoin de donner à voir, de montrer des témoignages, de renforcer la communication autour de 21 et des différentes réussites et de l'impact qu'on a réussi à avoir au sein de l'organisation. C'est un travail quotidien qu'on mène pour arriver à faire connaître le projet. Et comme il y a aussi un renouvellement des équipes assez régulier, il y a toujours besoin d'embarquer les nouveaux collaborateurs dans cette dynamique-là. Par ailleurs, il y a toujours une méconnaissance, une méfiance, un manque de formation sur les méthodes apportées par 21 au sein de la Croix-Rouge française. Et donc, il y a besoin d'acculturer, de former, d'accompagner les acteurs de la Croix-Rouge française à l'innovation sociale et aux différentes méthodologies dont a parlé Inès. En premier lieu, le design thinking, les méthodes agiles, la méthode Lean, les techniques d'observation, les cartes d'empathie, ce genre de dispositifs qui sont pas dans les formations des professionnels en fait de la Croix-Rouge française et sur lesquels on essaye d'agir aussi dans notre mission au quotidien. La Croix-Rouge, c'est aussi une organisation qui travaille aussi en silo et qui est parfois un peu trop sûre d'elle. C'était un des enseignements du rapport qui avait été fait en 2017. Et donc, 21 vise aussi à initier une nouvelle culture interne qui soit plus ouverte à la prise d'initiative, au changement, à la collaboration en interne entre les services et à la collaboration extérieure avec d'autres associations ou d'autres entreprises, mais de plus avoir forcément la volonté de tout faire soi-même en interne et de parfois bricoler des solutions faute de vouloir faire appel à d'autres partenaires. Et enfin, le dernier point, peut-être un des plus saillants en ce moment, qui est de financer l'innovation et le déploiement des projets qu'on a accompagnés à grande échelle. Ça passe par potentiellement faire en sorte que ces nouvelles activités créées soient pérennes financièrement, donc d'inventer de nouveaux modèles économiques associés à ces activités. Et si c'est des activités qui ne peuvent pas faire lieu de prestations payantes, c'est comment on arrive à activer de nouveaux lieux de financement auprès de différents partenaires, auprès des pouvoirs publics, pour les convaincre de miser sur le nouveau dispositif qu'on a, parce qu'on fait des choses à petite échelle qui sont excellentes, mais ensuite passer à un déploiement à l'échelle nationale, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, ça nécessite des moyens qui sont beaucoup plus importants et qui sont aujourd'hui un des écueils un peu sur lesquels on peut buter parfois. Sur les enjeux rapidement que je vous partage, les enjeux actuels qu'on a pour 2022, on a besoin d'améliorer notre couverture territoriale, c'est-à-dire que on a beaucoup de projets qui viennent de la région Île-de-France ou des Hauts-de-France, par exemple, qui sont historiquement des régions, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais qui sont ouvertes à notre démarche, et d'autres qui sont un peu plus hermétiques. Donc, on a besoin d'aller convaincre un peu les derniers Gaulois qui se sont retranchés. Globalement, d'améliorer la qualité des dossiers qu'on a aussi. Donc, ça passe par un suivi un peu plus régulier des personnes qui veulent savoir comment monter des projets innovants en interne. Toujours renforcer la qualité de notre accompagnement. On est dans cette démarche d'amélioration permanente. Nous aussi, on demande beaucoup de retours, beaucoup de feedback de la part des intrapreneurs pour améliorer notre accompagnement et voir comment on peut chaque année un peu changer la maquette. En lien avec l'enjeu précédent, c'était d'anticiper le financement et le déploiement des projets, c'est-à-dire d'avoir en tête cet objectif-là dès le démarrage de l'accompagnement, se dire, OK, si ça marche, comment demain on fait pour déployer et financer le déploiement du projet.
Et enfin, comment on fait en sorte que les nouvelles activités qu'on arrive à créer soient pérennes économiquement. On teste beaucoup de choses en ce moment sur le domaine de l'insertion par l'activité économique, par exemple, et qui pourraient donner des résultats assez intéressants. Les perspectives 2022-2023, on m'avait demandé de dire quelques mots là-dessus. Donc, j'ai déjà dit sur l'ancrage terrain. On vise également la création d'un embryon de réseau d'ambassadeurs de l'innovation qui soit capable de à la fois diffuser notre philosophie, de détecter de nouveaux projets, voire à terme peut-être d'assurer une première partie d'accompagnement dans les territoires pour accompagner les porteurs de projets. On vise aussi pour élargir le spectre des gens qu'on touche, de commencer à faire des premières vidéos, des premiers tutoriaux, des MOOC d'initiation à l'innovation sociale, parce qu'il y a encore plein de gens pour qui ça reste un gros mot et qui ont de l'appréhension par rapport à ça. Donc des formats courts, pourquoi pas aussi des podcasts. On n'a pas encore exactement défini le format, mais pour parler d'innovation sociale et pour arriver à convaincre le plus de gens de l'utilité de la démarche. Et enfin, associé à ça, la création d'un espace ressources où les différentes parties prenantes de la Croix-Rouge pourraient venir piocher des ressources, des guides pour mettre en place telle méthode, des canevas pour arriver à faire émerger des idées, ce genre de dispositif que nous, on utilise au quotidien, mais on aimerait bien que d'autres se saisissent aussi. Et voilà, je crois que je suis arrivé jusqu'au bout de ma présentation. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup, Martijn. C'est très intéressant de voir ce que vous avez fait à la Croix-Rouge. On a une question qui revient en fait au titre un peu du webinaire. Comment on sort les rames et comment on convainc une direction que c'est intéressant de se lancer de financer une démarche d'entrepreneuriat au sein d'une structure. Il y a plusieurs façons. On peut dire, regardez, les collègues et les voisins, ils le font déjà et pourquoi nous on le fait pas, on va être en retard. Donc le côté un peu moutonnier, c'est des choses auxquelles les managers sont parfois assez sensibles pour l'idée de pas être en retard par rapport à d'autres et de savoir saisir la vague au bon moment. Il y a de faire la preuve aussi que ça marche, donc de faire un peu en sous-main, en conspirateur dans son coin le projet et d'arriver ensuite en disant on a fait pendant 6 mois telle expérimentation, voici les effets que ça a produit. Si demain on le fait à une échelle plus importante, on peut avoir beaucoup plus d'impact et d'effets. Donc d'arriver avec la preuve sur le bureau du manager que la démarche est utile. Ça peut être également de dire que forcément ça peut rapporter des financements extérieurs. Donc quand on commence à parler argent et financement, il y a des oreilles qui deviennent tout de suite beaucoup plus attentives. Donc ça peut être aussi un moyen de convaincre que c'est une carte intéressante à jouer. Et enfin il y a la carte de la pression populaire, d'avoir un groupe de personnes qui sont de plus en plus importants, qui s'intéressent à cette démarche-là et qui ont envie de la porter en interne. Il y a un moment ou un autre où, si ça vient de la base de manière importante, récurrente et que tout le monde se met à en parler, le poids, il n'est pas le même et l'écoute non plus. C'est des bonnes idées pour essayer de faire pression et faire bouger les lignes. On a juste une question en 1 ou 2 minutes de Monsieur Béraud sur est-ce que tu aurais un exemple concret d'un projet mis en place et déployé sur un ou plusieurs établissements de 21 suite à l'initiative de la démarche d'intrapreneuriat à la Croix-Rouge? Oui, alors je me souviens plus le nom de la solution, mais on est en train de déployer dans les établissements qui sont des EHPAD un outil d'amélioration du planning des soignants pour prendre en compte en fait le souhait des personnes hébergés qui n'ont pas forcément envie de faire la toilette à 8 heures du matin et telle autre activité à telle heure et que ce soit figé dans le planning, qu'ils n'aient pas le choix. Au contraire, là, c'est la possibilité de leur dire, c'est vous qui choisissez entre guillemets l'horaire que vous préférez. Et le logiciel, ensuite, derrière, il mouline tout ça et il fait les plannings automatiquement pour
pour les soignants. Et comme ça, les soignants, ils ont leur planning tout fait, ils ont pas besoin de s'arracher les cheveux à remplir des cases sur les tableurs Excel eux-mêmes. Et la personne hébergée et accueillie se sent beaucoup plus écoutée, beaucoup plus valorisée aussi, et elle a l'impression qu'on s'occupe vraiment d'elle et qu'elle n'est pas juste un numéro, une chambre en plus à faire et que en fait je t'accorde 10 minutes parce qu'après il faut que je passe à la chambre suivante. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? On a mis également en place aussi, toujours dans les EHPAD, une sorte d'exosquelette, de ceinture lombaire un peu améliorée pour les personnes qui ont besoin de soulever des patients qui sont immobilisés sans se casser le dos. On est en train de déployer des solutions comme ça aussi avec des entreprises extérieures. Et sur le programme d'intrapreneuriat, l'initiative la plus connue, mais qui n'est pas du tout dans le médical, c'est un projet qui s'appelle Croix-Rouge Mobilité et qui vise en fait à renforcer la mobilité des personnes qu'on accueille avec la mise à disposition de véhicules Croix-Rouge qui sont la plupart du temps inutilisés, comme 99% des voitures françaises. Et on s'est dit, tiens, il y a un truc à faire là-dessus sur la mise à disposition de ces véhicules-là pour les bénéficiaires de la Croix-Rouge. Mais ça peut être aussi un service de je suis une personne isolée en milieu rural, j'ai rendez-vous chez mon médecin, mais il n'y a personne pour m'amener chez le médecin, j'appelle la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge peut passer me chercher, me déposer chez le médecin, me ramener ensuite. Ça permet aussi comme ça de recréer du lien social. Et la différence avec d'autres plateformes de location de véhicules, c'est que c'est pas une plateforme justement. Tout se passe en rencontre individuelle. C'est pas je clique sur mon téléphone, je sélectionne la voiture et elle vient me chercher à telle heure. C'est vraiment j'appelle la Croix-Rouge, j'ai quelqu'un en face au téléphone et on échange concrètement sur mon projet. Et si je veux moi-même conduire la voiture, on me remet la clé en main propre. C'est pas j'appuie sur mon smartphone et les voitures s'ouvrent. Voilà, on essaye de construire les choses un peu différemment. Ça donne plein d'idées. Si tu veux mettre les liens vers certains des projets dont tu as parlé, qui sont déjà, par exemple, le Croix-Rouge Mobilité. Ils sont tous sur le site web de 21, donc c'est 21-croix-rouge.fr. Il y a une partie alumni. Tous les projets qu'on a accompagnés sont là. Ils ne sont pas forcément tous déployés aujourd'hui au sein de la Croix-Rouge, mais tous les projets sont là. Et donc, vous pouvez aussi aller piocher et voir un petit peu ce qu'on fait. Et on a aussi quelques articles retour d'expérience. C'est une partie qu'on essaye d'étoffer parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas assez étoffée. Mais on n'a pas le temps de tout faire, malheureusement. Super, merci beaucoup. Bon, comme d'habitude, on est un tout petit peu en retard, mais on préfère toujours privilégier la qualité des exemples et des retours d'expérience plutôt que le timing, c'est un choix éditorial, on va dire. Merci Martine de cette présentation très claire. On va passer du coup, tu peux rester en ligne. On va passer sur la partie 3 petits pas qui du coup qu'on a co-construit ensemble pour pouvoir voilà, les 3 petits pas à mettre en place pour se lancer dans la démarche d'intrapreneuriat. Donc, on a déjà les modes de pression dont on vient de parler à l'instant. Les autres exemples qu'on a, donc d'une part, c'était d'écouter les collaborateurs et de créer des places pour leurs initiatives. Donc là, ça s'adresse plus aux dirigeants d'établissement ou aux chefs d'équipe. Donc en évitant de mettre en place des appels à projets hyper contraints et plutôt en privilégiant les appels à manifestation d'intérêt qui du coup laissent plus de liberté, plus d'autonomie dans la proposition des initiatives. Et l'idée, c'est vraiment de créer des espaces de discussion qui favorisent la liberté d'expression. Le deuxième conseil, c'est de faire réseau. Donc, ne restez pas seul dans votre coin. Adhérez à des communautés d'innovation qui existent déjà. Ça vous permettra de bénéficier d'expertise et de soutien de pairs passionnés. Et puis, donc, s'il n'y en a pas forcément qui vous correspondent ou s'il n'y en a pas dans votre région, créez vos propres réseaux avec des innovateurs locaux, soit au sein de votre établissement ou dans votre région. Connectez-vous avec des collègues et puis encouragez-vous mutuellement pour porter vos projets. Le troisième petit pas que vous pouvez prendre, c'est de sortir de chez vous. Ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important. Oxygénez-vous l'esprit dans des lieux d'innovation, allez à la rencontre d'équipes inspirantes et de pionniers, cherchez des analogies dans d'autres secteurs. Et puis, point important, mais qui est difficile à mettre en place, mais que je pense est vraiment crucial, faites des arbitrages dans votre planning pour vous libérer du temps d'inspiration.
Ça va très vite d'avoir des agendas qui sont remplis de 8h à 19h tous les jours. Mais une demi-journée par mois pour faire autre chose, pour rencontrer d'autres personnes, c'est vraiment crucial. D'ailleurs, j'en profite pour faire le petit moment promotion. Dialoguel, c'est l'hôpital organise un voyage d'études à Paris pour rencontrer du coup des équipes d'innovateurs, dont l'accélérateur 21 et dont Inès à la HAD de la PHP. Qui du coup va permettre de rencontrer des équipes et des collègues qui sont aussi dans la démarche d'inspiration. Donc il y a déjà plusieurs participants du secteur sanitaire, social et de l'industrie pharmaceutique, donc des collègues d'établissement. Et ça, voilà, ça va leur permettre de sortir de leur établissement et de rencontrer des collègues inspirants. Ensuite, la dernière rubrique, donc Inès, je peux te laisser présenter les ressources qui vont vous permettre d'aller plus loin sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Oui, quelques ressources comme toujours pour terminer. Alors, il y en a plein pour soutenir l'intrapreneuriat et augmenter les capacités d'innovation de l'organisation dans laquelle vous êtes. J'ai évidemment mis à l'honneur la Croix-Rouge qui fait vraiment des choses hyper chouettes. 21 publie un rapport sur ce qu'ils font. Il y a la plateforme RED de la Croix-Rouge française et espagnole, je crois, si je dis pas de bêtises, Martin, qui partage aussi plein d'innovations très inspirantes, de choses qui se font dans le monde entier et qui sont du coup hyper oxygénantes pour nous. Il y a des communautés d'innovation comme Hacker Public pour ceux qui sont dans le secteur public et aussi de structures, de cabinets, d'agences, d'inno qui portent aussi des communautés d'innovation dans les secteurs santé ou pas forcément que santé. Je crois que Make Sense fait aussi cette mise en réseau-là. Il y a aussi d'outils, les outils de la DITP, la Direction interministérielle à la transformation publique, on vous recommande souvent en ligne gratuitement sur le site de Noda, le cabinet de design et de facilitation. Il y a les petites fiches pratiques du Corporate Hacker, donc elles sont très sympas et elles font écho au livre sur le Makestorming qui est assez chouette aussi pour rentrer très sérieusement dans le sujet de comment on conçoit et on définit prévoit l'évaluation, etc., d'un dispositif d'intrapreneuriat. Il y a le guide, le livre blanc de Schoolab et de l'EM Lyon, qui est vraiment très chouette et qui est très pratico-pratique. C'est une sorte de cahier à remplir soi-même sur comment on voit les choses et les bonnes questions à se poser avant de lancer un programme d'intrapreneuriat. Il est vraiment très, très chouette, je vous le recommande si vous en êtes à ce stade-là de réflexion sur le sujet. Et puis un livre un peu décalé qui est celui de Power for All de Julie Batilana, qui est une Française prof à Harvard sur les sujets de organisationnel et voilà, innovation organisationnelle et managériale, et qui est un livre sur voilà, la gouvernance beaucoup plus partagée, avoir de l'impact chacun à son échelle, qui n'est pas directement un livre sur l'entrepreneuriat, mais qui participe de cet écosystème-là de penser autour de gouvernance beaucoup plus distribuée et d'impact à l'échelle individuelle. Voilà, il y en a plein d'autres des ressources. On fera un jour un récap des 4 derniers webinaires avec plein de ressources compilées. Mais en attendant, on espère que ça pourra vous inspirer et vous outiller pour la suite. Et le prochain, ce sera le mercredi 1er juin de midi à 13h sur la santé digitale. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Ça va, Émilie ? Oui, je pense. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions, à nous contacter. On a prévu, d'ici à la fin de la série de webinaires, de publier un petit compte-rendu de tous ces échanges et des ressources qu'on a partagées. Mais voilà, si vous voulez récupérer les slides à des moments ou autres, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou sur nos emails. Merci. Merci. J'essaie de rajouter Martine. Merci Martine pour ta présentation, ton temps et l'inspiration que représente l'accélérateur 21. J'invite tout le monde à aller voir le site de l'accélérateur et à regarder un peu les initiatives qui ont été portées. Et puis voilà, on vous dit à bientôt. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Un grand merci à tous. Au revoir.